Bonjour Hervé. Donc, Bonjour. bonjour. Donc, oui, je suis en quelque sorte en vacances à l'autre bout du monde, à Montevideo, en Uruguay, donc dans l'hémisphère sud. Et pour parler du ciel, ça va être très intéressant parce qu'on va comparer ce qu'on voit en France et ce qu'on voit en Uruguay, du côté ou en Argentine, enfin, au sud du Brésil. Voilà, c'est à peu près la région. Et alors, c'est pas pareil, hein. On va reconnaître certaines choses, mais elles ne sont pas au même endroit. Et nous allons donc parler aujourd'hui, évidemment, de l'actualité céleste pour la période du 1er au 8 février 2022, soit la première phase de la deuxième lune d'hiver pour nous. Parce que ici, dans l'hémisphère sud, c'est l'été. Et je suis devant la plage et on voit les gens qui vont se baigner, sauf quand il fait gros vent comme aujourd'hui, là, il y a grosse mer, des vagues et c'est pas un temps quand même pour se baigner, mais il fait chaud. Ça doit changer parce que je crois qu'en France, il fait froid. Ça a été pire. Ça a été pire, ça se radoucit. Bon, ben, tant mieux. Alors, ben, je ne sais pas si d'autres vont nous rejoindre. Je vais commencer, hein. Alors, je ne sais plus par quel bout commencer. J'ai prévu de parler des événements de la semaine, mais en particulier du premier croissant de lune, puisque la visibilité est différente dans les deux endroits. Et puis au cours de la semaine, nous avons la conjonction du Soleil à Saturne, donc on va parler un petit peu de Saturne et donc c'est nouvelle Saturne, donc pas de Saturne dans le ciel, puisqu'elle est conjointe au Soleil. On ne la voit pas, elle va passer du ciel du soir, où on la voyait jusqu'à présent, depuis jusqu'à il y a 15 sur 3 semaines, on la voyait encore dans le ciel du soir, et maintenant elle passe dans le ciel du matin, donc il faudra attendre un petit mois pour peut-être pas tout à fait, pour la voir, enfin un mois pour la voir assez facilement dans le ciel du matin. Donc où elle va rejoindre Mars, Vénus et Mercure qui sont déjà dans le ciel du matin. Ça, c'est pour tout le monde, mais c'est juste les conditions de visibilité qui changent. Mais donc, pour Saturne, on ne la voit pas en ce moment. Alors, que se passe-t-il cette semaine? On va commencer par regarder un petit peu le déroulé des événements célestes. Je partage l'écran. Et donc, on va sur la fiche que je vais mettre en format PDF très vite, avec la chronologie des événements. L'article sera en ligne dans pas très longtemps. Alors, j'ai allégé l'article depuis ces dernières semaines. C'est un petit peu moins compliqué, quand même un petit peu moins long qu'avant, mais j'essaie de restituer complètement tout ce qui se passe et de ne pas perdre le fil pour chaque planète, de savoir où c'est qu'elle en est dans son cycle propre par rapport à nous. De toute façon, c'est toujours relatif tout ça. Donc, cette semaine, cette période va débuter avec la nouvelle lune, donc mardi 1er février à 6h46 en France. Donc, pas de lune, puisqu'elle est alignée avec le Soleil. Et elle est également conjointe à Saturne ce même jour, le 1er février à 12h, donc pas de Saturne ni de lune visible. Ensuite, c'est le 2. Le 2, en héliocentrique, nous avons Mercure qui est opposé à Neptune, donc vue du Soleil, un point de vue du Soleil, Mercure est opposé à Neptune, et la Terre est carrée à Uranus. Le 2, c'est le 2, donc mercredi 2. Ça correspond au Terre carré Uranus, ça correspond au carré Soleil-Uranus qui a eu lieu le 30 janvier. Et donc en héliocentrique, c'est la Terre carrée à Uranus le 2 à 16h51. Revenons en géocentrique, toujours le mercredi 2 février, elle entre dans le signe des Poissons. Elle se trouve devant la constellation du Verseau. Et c'est le soir du premier croissant de lune. Donc un premier croissant qu'on pourra voir en France de 3%. Il sera déjà
assez gros, puisque la nouvelle lune a lieu à 6h46, il sera âgé de 35 heures après la nouvelle lune. Alors que en Uruguay, on va peut-être avoir la chance de voir le tout premier croissant de lune, c'est-à-dire le premier au soir, puisque le soir advient au niveau des heures, 4 heures plus tard. C'est 3 heures, 3 fuseaux horaires seulement à l'ouest de nous, mais comme en France, on a 1 heure d'avance, ça fait 4 heures. 4 heures de décalage horaire. Donc, il est possible qu'en Uruguay, alors ça, si j'y arrive, je vous le dirai la semaine prochaine, à le voir, que mardi 1er au soir, on ait la chance d'apercevoir le tout premier croissant de lune de la planète. Nous, en France, on pourra le voir donc aux alentours de 18h30 et il se couche à 19h23, donc 1h20 après le soleil à peu près. Il sera facile à voir et on va aller le voir de suite. Hein. Je fais un premier petit tour quand même et puis on retournera voir après, sinon je fais trop d'aller-retour, c'est compliqué. Le jeudi 3, ensuite, la Lune sera conjointe à Jupiter et ça, ce sera tout à fait visible en début de soirée, avec Jupiter au-dessus de la Lune, à presque 4 degrés au-dessus de la Lune. Et jeudi 3, donc en héliocentrique, Vénus change de signe, elle entre dans le signe de la Vierge jusqu'au 22 février. Et en héliocentrique, Mercure entre en balance aussi ce même jour. Ah non, c'est le 24, c'est le vendredi 4. Alors c'est le lendemain. Donc le 3, c'est tout. Jeudi 3, Lune conjoint Jupiter, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à voir. Donc jeudi 3, Vénus entre dans le signe de la Vierge en héliocentrique. Et en géocentrique, la Lune est conjointe à Neptune. Neptune, bien sûr, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, surtout quand il y a la Lune. Là, ce sera encore un croissant bien fin. Et Neptune, on pourra essayer de s'amuser à la localiser à 3,5 degrés à peu près au nord de la Lune. Mais pour la voir, il faut un instrument assez puissant et ce n'est pas le moment. Elle est encore visible dans le ciel, Neptune, mais ça n'est plus, c'est fini, ça va être fini cette semaine. Parce qu'après, elle a son tour, elle sera conjointe au Soleil début mars. Comme elle n'est pas facile à voir, on oublie Neptune et on la retrouvera l'été prochain dans le ciel. Vendredi, Mercure aussi reprend son mouvement direct car elle était rétrograde depuis 3 semaines. Hein, fait 3 semaines de rétrogradation en général. Et donc là, elle va reprendre son mouvement direct. Elle est à l'endroit où elle est conjointe à Pluton. Hein, elle est 25e Capricorne. Elle avait avancé jusqu'au début du signe du Verseau. Et elle est entrée dans la constellation du Capricorne. Elle est revenue en arrière. Donc, elle est revenue dans le signe du Capricorne, donc devant la constellation du Sagittaire. Et elle est à peu près conjointe à Pluton. C'était la semaine dernière, d'ailleurs. Et maintenant, elle reprend son mouvement direct. Donc, on a Mercure qui a balayé comme ça en arrière. Elle a été conjointe à Pluton. Elle est revenue en arrière et elle repart en avant. Donc, jusqu'au 10 mai, ce mouvement sera direct et sera alors dans le 5e degré du signe des Gémeaux. Et donc, on arrive, c'est le jour de la conjonction du Soleil à Saturne, ce qui veut donc dire que Saturne est à l'apogée, c'est-à-dire au plus loin de la Terre, à 10 fois, presque 11 fois la distance Terre-Soleil, 898 unités astronomiques, ce qui nous fait 1,630 km. Vendredi 4, la Lune entre dans le signe du Bélier, et c'est parti pour un tour. Et donc, en même temps, alors je reviens sur Saturne, pratiquement en même temps, hein, du point de vue héliocentrique, la Terre est opposée à Saturne, je vais vous montrer des dessins tout à l'heure. Et du point de vue géocentrique, le Soleil est conjoint à Saturne. Saturne se trouvant un petit degré en dessous du plan de l'écliptique. Ensuite, c'est samedi 5. Samedi 5, la Lune va passer en déclinaison nord. Elle remonte donc par rapport au plan de l'équateur. Également, elle remonte par rapport au plan de l'écliptique depuis le 2, j'ai oublié de le dire, hein, où elle atteignait sa latitude minimale.
Donc, cette semaine, la Lune remonte. Pour la météo, généralement, c'est bon, ça. Le dimanche 6, la Lune entre dans le signe du Taureau et lundi 7, elle est conjointe à Uranus, donc on pourra également s'amuser à localiser au-dessus de la demi-lune, puisqu'on arrive au premier quartier dans la nuit du le 21 au soir, le 7 au soir, pardon. Donc Lune conjointe Uranus le lundi 7 à 21h22. Et évidemment, Uranus un peu plus facile que Neptune avec des jumelles, mais au-dessus de la Lune, c'est difficile. Elle est juste à 1 degré au-dessus de la Lune. Et mardi 8 à 14h50, c'est le premier quartier de cette lunaison, donc qui advient donc dans le 20e degré. La Lune est alors dans le 20e degré du signe du Taureau, le Soleil étant toujours dans le signe du Verseau jusqu'au 18 février. 20e degré Taureau-Verseau, et donc en constellation, la Lune est devant celle du Bélier et le Soleil toujours devant celle du Capricorne. Alors voilà pour un premier coup d'œil. On va aller regarder le ciel. Et bien d'abord ce premier croissant de Lune, ou même pour commencer, un petit coup d'œil sur le ciel sans Lune de la nouvelle Lune, donc le premier. Donc j'ai mis le ciel là à l'heure. C'est bien avec, quand je mets les grilles, on voit un peu où se trouve le zénith. Ça, c'est donc le sommet du ciel. Donc, je laisse la grille. Et donc là, c'est le ciel de fin de nuit, hein, le 1 au matin à 6h46. Donc, c'est même pas encore, c'est tout juste la fin du crépuscule. Voilà, il fait encore nuit bien noire. Ça commence juste à s'éclairer un peu du côté de l'est. Donc, on a Vénus qui, dès qu'elle se lève, est bien visible. Elle monte très vite et très haut. À sa droite, à la droite de Vénus, je tourne un petit peu au sud-est, donc on a Mars, mais elle reste difficile à distinguer, Mars. Il faut qu'il fasse encore bien nuit, donc c'est le bon moment. Voilà. Parce que vous voyez, elle est levée depuis pas très longtemps, et comme elle est de faible magnitude, hein, elle est de magnitude 1,4, ouais. Ce qui n'est pas très brillant, à côté de Vénus, qui, elle, atteint son éclat maximal cette semaine, magnitude moins 4, 6, elle est très brillante. Il faut savoir que Vénus, son éclat est toujours quand même sensiblement le même, elle est toujours très brillante. Il varie autour de magnitude moins 4. Ça peut aller, le plus faible, c'est moins 3,8, et le plus fort, c'est plus moins 4,6, parce que les magnitudes, hein, plus c'est négatif, plus c'est brillant. Le Soleil, c'est magnitude moins 24, je crois, et la Lune, moins 18. Donc, dans le ciel du matin, nous avons donc Vénus et Mars. Et un peu plus tard, on a Mercure. Un petit peu plus tard, il y a Mercure qui se lève aussi, qui va, voilà, qui se lève, ça va nous dire à quelle heure, lever 7h02, le premier, de magnitude 1 aussi, elle est assez difficile à voir, surtout que c'est plus lumineux déjà quand elle se lève. Mais nous avons néanmoins Vénus, Mars et Mercure. Peut-être que le 8, il est possible de distinguer Mercure avec des jumelles parce qu'elle se lève plus tôt. Mais regardons d'abord les étoiles de cette fin de nuit sans lune. On va revenir aussi au début de la nuit. Donc, mais pour l'instant, on est en fin de nuit. Donc, en fin de nuit, vous voyez, on a le Scorpion qui se lève. On voit bien Antares et les antennes du Scorpion. Au-dessus, qui brille fort et haut, on a Arcturus du Bouvier. Et on va tourner un petit peu. On va regarder ce qui se couche en fin de nuit. Ben, le Lion se couche en fin de nuit. À la droite du Lion, un peu plus haut, on a la Grande Ourse qui redescend. Là, on est en fin de nuit. Hein. Oui, la Grande Ourse qui redescend. Elle passe en haut du ciel, au milieu de la nuit, justement, la Grande Ourse en ce moment. Au nord, on a Cassiopée qui va remonter, puisque la Grande Ourse est en train de descendre. Cassiopée remonte. Le dragon, c'est en début de nuit, c'est le dragon qui est très haut. Et donc, l'étoile polaire ici, toujours, et la petite ours debout sur sa queue, sous le ventre du dragon. Et
du côté de l'Est. Donc, on a déjà vu au sud-est apparaître Vénus et Mars. On a le grand triangle de l'été qui apparaît, Vega, Deneb et Altaïr. Vega ici, Deneb ici, Altaïr ici, voilà, qui réapparaît dans le ciel du matin, sachant que les étoiles gagnent 4 minutes d'avance chaque jour, puisque nous, sur Terre, on tourne autour du Soleil. Donc, pour retrouver une étoile au même endroit, il ne faut que 23h56 minutes, alors que pour retrouver le Soleil, il faut 24 heures. Donc, chaque jour, les étoiles se lèvent, culminent et se couchent 4 minutes plus tôt que la veille. Voilà, donc ça, c'est le ciel du début de nuit au moment de la nouvelle lune. Alors, on va aller au milieu de la nuit suivante, au milieu de la nuit du 1 au 2. Donc, le minuit advient à 1h05 à peu près. Voilà. Et donc, au milieu de la nuit, eh bien, on voit Arcturus, du côté de l'Est, on voit Arcturus qui se lève avec la constellation de la Vierge, Spica de la Vierge ici. Hein. C'est l'alignement de la queue de l'ours, Arcturus de Bouvier et Spica de la Vierge. Il suffit de suivre le mouvement donné par les étoiles de la queue de la grande ours, Arcturus et Spica. Se trouve dans le prolongement. Alors apparaît le corbeau, la coupe. Regardez bien les constellations, parce qu'après on va basculer dans l'hémisphère sud, ça va être très rigolo. Donc au sud, culmine la tête de l'hydre et en dessous, qui se trouve en dessous du Cancer. Mais on voit beaucoup mieux cette petite figure-là, je grossis un peu, de la tête de l'hydre. L'étoile Alphard, qui est la plus brillante de la constellation de l'hydre et qui est assez bien visible, assez rouge de couleur. Et du côté, qui commence à descendre, on a toutes nos belles étoiles du ciel d'hiver, à savoir Orion, les trois mages ou les trois maris, comme ils les appellent davantage ici dans le monde hispanique. On dit beaucoup les trois maris pour les trois étoiles de la ceinture d'Orion. Alors, j'ai eu le plaisir d'aller au planétarium de Montevideo, c'était un vrai régal, avec présentation du ciel de l'hémisphère sud, de cette région, et des constellations telles que les voyaient les anciens Uruguayens, qui malheureusement ont été entièrement balayés par les conquistadors. Mais il reste des souvenirs de leur façon de voir le ciel, et le présentateur du planétarium nous a expliqué ça de manière très, très, très rigolote, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure quand on verra les étoiles qu'on voit d'ici. Donc, on a nos trois étoiles de la ceinture d'Orion, Rigel en bas, la bleue, et Bételgeuse, la rouge, en haut. Hein, chez nous, dans l'hémisphère nord, c'est ce qu'on voit. À droite, on a Aldébaran, également rougeoyante du Taureau, et à gauche, la plus brillante étoile du ciel, Sirius, qui chez nous, dans l'hémisphère nord, ne s'élève qu'à une trentaine de degrés quand elle est à sa culmination. Donc, elle culmine, voyons, elle culmine à 22h48 dans la nuit, 22h, enfin cette nuit-là. Et donc, quand elle est à sa culmination, chez nous, elle est à peu près une trentaine de degrés de hauteur. Donc, comme elle s'extrait très peu des brumes de l'atmosphère, elle scintille de toutes les couleurs, chez nous. Elle est pourtant de teinte plutôt bleutée de nos jours, parce que les anciens la voyaient rouge. Dans l'Antiquité, elle est décrite comme une étoile rouge, alors que de nos jours, on la voit bleue, ce qui est assez surprenant, mais c'est qu'il y a eu des transformations dans le système de Sirius. Ce qui fait que maintenant, c'est l'étoile bleue qui a dû manger la rouge. Donc la bleue qui est plus petite. Dans un couple d'étoiles, les deux étoiles qui sont nées en même temps, celle qui a la plus grosse masse initiale, va évoluer plus vite que celle qui a la masse la plus petite, et donc va se transformer en géante rouge plus tôt. Alors pourquoi, normalement, une étoile, ça vire du bleu au rouge? Pourquoi est-ce qu'on a vu Sirius passer du rouge au bleu? Et il y a un troisième compagnon aussi
dans le système de Sirius. En fait, c'est un système à 3 étoiles. Et donc, on peut, enfin, je sais qu'il y a des explications à ça. Il faudra que je retourne les chercher parce qu'en fait, je n'ai pas prévu de parler de ça aujourd'hui et je ne m'en souviens plus très bien. En tout cas, donc au milieu de la nuit, ben voilà, maintenant on a tout notre grand jet de l'hiver. Je rappelle le grand jet de l'hiver, les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, Aldébaran du Taureau, Capella du Capella, elle est plus haute. Capella du Cocher, qui est très haute chez nous, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du Petit Chien, Sirius du Grand Chien et Rigel de Orion qui referme le G. Donc voilà ce qui est sur le couchant déjà en milieu de nuit, donc en fin de nuit on ne les voit plus. Et donc du côté de l'ouest, vous voyez c'est Aldébaran là, qui est pratiquement à l'ouest. Et au nord, en milieu de nuit, au nord, eh bien, nous avons la petite ours à 3h, 15h, et le dragon, c'est-à-dire à droite, c'est-à-dire qui remonte. Quand on regarde vers le nord, ce qui est à droite du nord, c'est que c'est en train de remonter, et ce qui est à gauche du nord, c'est ce qui est en train de descendre. Voilà pour le ciel de France. Alors maintenant, je vous emmène faire un tour dans le ciel de Montevideo. Non, peut-être je parle d'abord du croissant de lune, premier croissant de lune qui advient donc en France le 2, donc là c'est le 1 à 4 h du matin, c'est ça? Ah non, le 2 à 1h, oui, le 2 à 1h04, la nuit du 1 au 2. Donc, donc en fin de journée du 2, donc j'avance, en fin de journée du 2, là voilà, du côté de l'ouest, elle est déjà couchée à 20h, la lune est déjà couchée, il faut venir à 19h, voilà, dans un ciel encore légèrement clair, mais on aura largement le temps de voir la lune. Je vais peut-être on va remonter un peu, on la remonte un peu plus tôt, voilà, et on va aussi pour voir la finesse du croissant. Donc il est encore bien fin, ce premier croissant, il est de 3%, le 2 au soir. Il est tout près de Jupiter. Il est en dessous de Jupiter, en fait. Donc, premier croissant de lune en dessous de Jupiter, le 2, c'est le jour où elle est conjointe à Jupiter, la lune. Donc, premier croissant de lune conjoint à Jupiter. On va donc la trouver à l'ouest-sud-ouest, sous Jupiter, et donc elle se couche, la lune, à 19h23. Donc, il faut regarder à partir de 18h45, même un petit peu avant, on peut apprécier le croissant de lune à partir de le soleil se couchant. Le soleil se couchant à, j'ai noté là, le coucher du soleil, pas ici. Coucher du soleil, premier croissant. Coucher du soleil 18h01, donc bien attendre 18h30, 18h45 pour regarder, chercher le croissant de lune sous Jupiter dans les lueurs du couchant. Alors, ensuite, on va suivre un petit peu la lune au fur et à mesure de la semaine quand même. Donc, je reviens tard qu'il fasse un petit peu plus nuit, 18h45. Allez, 19h de toute façon, on va la voir de plus en plus, donc en début de nuit, sur le couchant, puisque nous sommes dans la première phase de la lunaison entre la nouvelle lune et le premier quartier. Donc le lendemain, donc le 3, la lune, le croissant sera plus gros et dépasse Jupiter, et donc se trouve toujours devant la constellation du Verseau et à gauche de Jupiter. Le 4, avec un croissant de lune un petit peu plus gros,
elle va arriver dans la constellation des poissons, elle va naviguer entre les poissons et la baleine. Le 4, là c'est début de nuit, 19 h. Donc à cette heure-là, on a Pégase et les poissons qui vont se coucher et le Verseau. Le 5, eh ben, toujours devant la constellation des poissons, toujours un peu plus grosse. Le 6, hop, je vais trop vite. Le 6 est dans la pointe des poissons en début de nuit, toujours du côté ouest ou sud-ouest maintenant. Elle se couche bien sûr de plus en plus tard, elle prolonge sa durée de présence dans la nuit. Elle se couche avant minuit quand même, enfin avant la minuit. Et le 7 veille du premier quartier, elle est conjointe à Uranus, qui se trouve vraiment tout près, là, je crois aussi on va trouver Uranus. Et on a, comme je disais tout à l'heure, on a la Lune et Uranus 1 degré au-dessus de la Lune, au-dessus de la tête de la baleine, et en dessous des 2 étoiles du Bélier, qui, elles, sont bien faciles à repérer. Et le 8, pour finir, elle s'approche des Pléiades qui sont là. Voilà, et on aura aussi à regarder, tiens, à propos des Pléiades, Cérès, qui va se trouver le 4, juste en dessous des Pléiades, voyons, cherchons Cérès. Cérès, le 4 aussi, je crois aussi, ça va me l'afficher peut-être. Je le tape, voilà. Voilà, là c'est le 8. Alors je reviens au 4, voilà, Cérès en dessous des Pléiades, magnitude 8, il faut un petit instrument quand même. Bon, il n'y aura pas la Lune encore ce jour-là, je reviens au 4. Voilà. Donc le 4, si vous regardez avec un instrument, bon, les Pléiades, facile à voir, aux jumelles magnifiques, et en dessous, Cérès, qui est quand même de magnitude 8, donc un petit instrument sera nécessaire, surtout que cette petite planète ne cesse de se déplacer comme font toutes les planètes, donc il faut toujours avoir une carte sous les yeux pour la repérer parmi toutes les étoiles. Vous voyez, il y a 2 étoiles plus brillantes à côté, c'est de magnitude 5, 6, voilà, 5 et 6. Et donc, elle est à gauche et elle est beaucoup moins brillante déjà que ces 2 étoiles. Alors, maintenant, nous allons aller faire un petit tour. Nous allons basculer vers le sud. Attention, on fonce. Alors, regardez bien ce qu'on a devant nous vers le sud. On va gagner plein d'étoiles. Toutes ces étoiles qui sont du côté du sud, plus on va aller vers le sud, plus elles vont monter. On remarquera aussi, avant de partir, que Persée, en début de nuit, est au zénith. Et Capella, très, très brillante, pas loin. Voilà, pas loin du zénith, à 70 degrés quand même de hauteur. Donc, plus on va aller vers le sud, plus les étoiles qui sont là au sud vont monter jusqu'à basculer du côté du nord. Et évidemment, toutes les étoiles qu'on a au nord, elles vont disparaître. Et on va retrouver tout à fait autre chose du côté du nord. Alors, on y va. On part à Montevideo. Attention, attention. Je ne sais pas si j'apprendrai bien à monter mes vidéos à Montevideo, mais nous y sommes. Ah non, pas tout à fait, pardon. Montevideo, Uruguay. Voilà, c'est là, en dessous du Brésil, à l'embouchure du Rio de la Plata, qui est le plus grand estuaire du monde. D'ailleurs, on ne voit pas l'autre côté. De l'autre côté, il y a l'Argentine, mais c'est tellement large que c'est à 100 km à peu près. Et on ne peut pas voir l'horizon. Vous savez, l'horizon est limité à 35 km si on est au niveau de la mer. Et donc, pour voir, c'est même pas possible de voir à 100 km. Voilà, il faut être très, très haut déjà. Donc, à la même heure, il n'est que 15 h à Montevideo, donc c'est qu'il est 19 h en France. Bon, en France, on est temps universel plus 1 heure, et en Uruguay, temps universel moins 3 heures. Donc, au total, ça nous fait 4 heures à la montre de décalage. Donc, je prends une petite heure de plus, un peu plus quand même, 15 heures.
16 heures. Alors, vous voyez, le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il se barre du côté du nord. Enfin, il passe du côté du nord. Hein, on avait le soleil du côté du nord. Et donc, il tourne comme tous les astres, quand on se tourne vers le nord, les astres tournent dans le sens inverse des aiguilles de la montre. Donc, au lieu de le regarder, quand on regarde le soleil, on voit aller de gauche à droite, nous, dans l'hémisphère nord. Quand on est dans l'hémisphère sud, on le voit aller de droite à gauche. Il se lève toujours à l'est, il se couche toujours à l'ouest, mais il va passer du côté du nord. Tout ça, c'est très, très rigolo. Donc, il est là, on commence par le soleil, parce que ça aide à se repérer. Donc là, il est 16 heures en Uruguay, voilà, vous voyez, il est du côté de l'ouest. Une heure plus tard, il descend assez droit, hein, on n'est qu'à 35 sud, c'est latitude équivalente à celle de Madrid à peu près. Et c'est l'été ici, ça correspond à fin juillet, la présence du soleil. 18 heures, 19 heures, il n'y a plus grand monde, 20 heures, il est couché. Il se couche à peu près à 20 heures en ce moment. Donc sur la fiche, cette semaine, je montre un peu la fiche. Hein. J'ai fait 2 tableaux pour les levées et couchers, culmination et coucher des planètes, pour qu'on s'amuse à comparer. Et donc voilà, le tableau du haut, c'est localisé chez moi en France. Et le tableau d'en bas, c'est localisé en Uruguay, avec donc des différences assez notables. Pas toujours, vous voyez, bon, le soleil culmine à peu près à la même heure, 13 heures, enfin en heure légale. Hein. Dès qu'on a une heure d'avance en France. Et donc le jour est plus long que la nuit. Actuellement, on est dans l'hémisphère sud, alors que c'est le contraire dans l'hémisphère nord. Je reviens sur Stellarium. Nous sommes donc là à Montevideo le 4. Alors, on va revenir au début de la semaine, le 1, voilà. Et on va chercher ce croissant de lune. Je vous ai dit, on va regarder un petit peu les étoiles aussi. Alors, une heure de plus du côté du sud. Ou on va d'abord, non, du côté du nord. Allez, on va d'abord du côté du nord. Ah, j'aime pas ça, comment j'enlève les marqueurs. Ah, je ne sais plus. Je ne sais jamais ce qu'il faut faire pour enlever les marqueurs. Il faut que j'aille chercher dans l'aide. Marqueurs. Supprimer tous les marqueurs. Supprimer le marque Shift en plus, c'est droit. Shift, c'est... Ah voilà, c'est bon. OK. Donc les étoiles, vous voyez, chez nous, on a percé au zénith en début de nuit. Ici, on a percé qui rase l'horizon nord. Capella du Cocher, c'est pareil, elle rase l'horizon nord. Les Gémeaux sont la constellation et le Taureau, qui sont chez nous les 2 constellations qui ont la plus grande course dans le ciel, sont ici les constellations qui ont la plus petite course dans le ciel. Elles ne montent pas haut, et donc du côté du nord. Et donc voilà, une petite heure plus tard. Par contre, voilà. Par contre, on a Orion qui est là du côté du nord et qui s'élève encore, alors que chez nous, la constellation d'Orion passe une trentaine de degrés, 30-35 degrés au sud. Là, elle passe très haut. On va regarder, on va suivre Orion d'heure en heure. Et donc là, elle va se coucher. Maintenant, elle a basculé. Quand elle passe au méridien, elle monte de l'est vers le nord, puis elle redescend du nord vers l'ouest. Donc, elle passe à peu près à 50 degrés de hauteur à sa culmination du côté du nord. Et on a donc nos étoiles qu'on avait en France au sud, on les a maintenant du côté du nord. Voilà. Ça se passe au cours de la nuit du côté du nord. Et encore, on va retrouver des étoiles qu'on connaît. C'est très rigolo de voir Sirius au méridien. Je reviens un petit peu en arrière. Sirius pratiquement au zénith également, très haut dans le ciel. Donc, ça change. Et alors, du côté du sud, ça change encore plus. Alors, on voit le lion à l'envers aussi, tiens. Le lion qui se lève en début de nuit pour tout le monde, mais chez nous, il se lève dans l'autre sens. Vous voyez, elle est à l'envers, la constellation du lion, là. Là, on a toujours Régulus.
Mais au lieu que la constellation soit au-dessus de l'étoile, elle est en dessous. Cette forme de fer à repasser, là, c'est la constellation du Lion. Donc, toutes nos étoiles qu'on va passer à l'horizon nord, là, sont celles qui culminent en France pratiquement au zénith. Le lynx, le cocher, tout ça, ça passe au zénith chez nous, en milieu de nuit. Et là, enfin là, c'est plutôt en première partie de nuit maintenant. Et là, ça passe au ras de l'horizon. Alors maintenant, tournons-nous vers le sud pour voir un petit peu ce qu'on ne voit jamais chez nous. Parce que, alors voilà des tas de constellations qu'on ne connaît pas du tout, puisque là, on regarde en direction du pôle sud, qui se trouve à peu près au-dessus de la constellation de l'Octan, ici, et qu'on trouve en suivant ces 3 étoiles. Alors, j'enlève les noms là pour l'instant, parce que ça fait trop de charge. Donc, on a ces 3 et 4 étoiles qui sont très brillantes. Hein. Je les vois du balcon là, de chez mon fils, où il y a pourtant beaucoup de lumière. Et puis, on a aussi alpha et bêta du Centaure, très, très brillantes. Et ces étoiles qui forment la croix du Sud, grâce auxquelles, comme dans l'hémisphère nord, on va trouver le pôle nord avec les 2 gardes de la Grande Ourse. Et bien là, avec les 2 étoiles de la croix du Sud, on va trouver le pôle Sud, en reportant 4 fois et demi la distance de ces 2 étoiles-là. Donc 1, 2, 3, 4, on trouve notre pôle. Alors là, j'affiche la grille équatoriale. Voilà, je suis pas loin. Et donc, on trouve le pôle sud ici. Donc, à une. On est à 30. C'est pareil. Chez nous, dans l'hémisphère nord, la hauteur de l'étoile polaire dans le ciel traduit notre latitude nord. Donc, 45 degrés de hauteur égale latitude 45. Ici, le pôle se trouve à peu près à 35 degrés de hauteur dans le ciel. Et donc, on le trouve en suivant les 2 étoiles de la Croix du Sud. On a comme étoile très brillante également Canopus, donc c'est la Carène, je connais les noms. Canopus, c'est alpha de la Carène. Elle est très brillante, magnitude moins 0,6. Mais elle est bien brillante. Hein. C'est pourtant, et Aschermar, qui est une étoile assez brillante aussi, 0,4, un peu moins. Puis alors, on a tout un tas de constellations. On a la Voie lactée qui se prolonge là. On a les nuages de Magellan et la nébuleuse de la Carène. Alors ici, ça doit être la nébuleuse de la Carène. Voilà. Donc, on trouve des photos souvent de la nébuleuse de la Carène absolument fantastique. Ça se voit pratiquement à l'œil nu. Et de l'autre côté par là, on a les nuages de Magellan qui sont comme la galaxie d'Andromède, qui sont 2 galaxies satellites de la Voie lactée, en fait, qui doivent se trouver là. Petit nuage de Magellan et grand nuage de Magellan. Donc tout ça, on a du côté du sud. Quand j'aurai un ciel vraiment noir, je pourrai les voir à l'œil nu. Pour l'instant, je ne les vois pas même avec les jumelles, alors que je sais que dans un ciel noir, ça saute aux yeux. Alors, il me tarde d'aller dans une région où il y a de sortir de la ville, ce qui va m'arriver dans le courant de la semaine, et d'aller voir ce ciel merveilleux. Voilà ce qu'on voit donc du côté du sud. Et alors, je voulais parler de la visibilité du croissant de lune. Le croissant de lune, donc le premier au soir, donc on va le trouver également du côté de l'ouest, hein, c'est toujours du côté du couchant, le premier croissant. Donc, je vais revenir quelques heures en arrière. Là, il est 23 heures. Ce sera vers 20 heures ici. Jupiter, la Lune est là. En premier croissant. Je vais aussi leur attendre un petit peu là. Mais ça va se coucher assez vite hein, si j'affiche l'écliptique. Voilà, il est assez incliné l'écliptique, donc ça nous laissera le temps de voir ce premier croissant, j'espère, que dans ce ciel
Voilà, ben, il est vraiment très petit, parce que ça, il est vraiment très très petit. Voyons, ça me dit que il est âgé de même pas un jour, hein, 19 heures, je crois, et un tout premier croissant. Alors, je vous dirai si je l'ai vu. Sinon, on sera. Il y a toujours un lieu de la planète qui peut assister au tout premier croissant de lune. C'est le truc des musulmans, d'ailleurs. Hein, on guette le tout premier croissant de lune. Et donc, il y a un endroit de la planète qui peut voir le tout premier croissant. Et je crois que c'est pour chez nous, à peu près, enfin, pour là où je suis en ce moment. Sinon, on attendra le lendemain, bien sûr. Et là, on l'aura un peu plus gros qu'en France, puisque ce sera 3 heures plus tard. Toujours à gauche de Jupiter, donc conjoint à Jupiter, mais ça va tourner dans l'autre sens. Alors, on va le faire tourner un petit peu. D'heure en heure. J'ai perdu. Voilà, ben, il va se coucher, c'est normal. Voilà, pour le croissant de lune. Alors, il nous reste à parler. Alors, on voit aussi l'étoile faux maillot du poisson austral qu'on voit chez nous. On la voit peut-être plus très bien maintenant. Qui se trouve donc en dessous de la constellation du Verseau pour nous. Et ici, c'est au-dessus. Donc là, on est côté ouest. Voilà pour cette petite découverte du ciel de l'hémisphère sud. Tu penses à quelque chose de particulier, Hervé, que tu aurais envie de voir par curiosité? Rien de... Ben, on va parler également un petit peu donc, de Saturne, qu'on ne voit pas, et qui est, puisqu'elle est en conjonction au Soleil le 4, et que donc c'est nouvelle Saturne, comme la nouvelle Lune, mais nouvelle Saturne. Alors, je vais maintenant aller voir sur... Voilà, pour expliquer un petit peu les conjonctions et oppositions des planètes. Donc, j'ai sélectionné quelques petits dessins qui vont nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que conjonction, opposition d'une planète à la Terre. Donc, là, c'est la figure qui est sur cette figure, c'est la configuration opposition, c'est-à-dire Soleil, Terre, Saturne. Quand on est sur Terre, eh bien, de jour, on voit le Soleil, et du coup, de nuit, on voit Saturne à l'opposition. Mais là, c'est le contraire. La Terre est là, et donc, Saturne étant toujours là, alors Soleil, c'est plutôt... Ouais, enfin non, non, on va dire conjonction, voilà, c'est pas peine que j'invente des trucs compliqués, c'est marqué sur le dessin. La Terre est là, Soleil est là, Saturne est là. Donc, on a Saturne derrière le Soleil. Elle est donc au plus loin de la Terre, hein, puisque c'est nous qui faisons le mouvement le plus rapide. C'est la Terre, c'est 1 an autour du Soleil. Saturne, c'est pratiquement 30 ans. Donc, tous les 6 mois à peu près, hein, on se retrouve dans cette... Bah, tous les 6 mois, enfin, pour 6 mois, 6 mois plus tard, on se trouvera à l'opposition. C'est ça que je veux dire. Elle sera à l'opposition le 14 août. Là, actuellement, donc, c'est Terre, Soleil, Saturne. Donc, on ne voit pas Saturne. La Terre va tourner et on va se retrouver en configuration de quadrature. Ce sera plutôt quand on sera à peu près par là. Saturne, on considère qu'elle ne bouge pas trop. Hein, elle avance que de quelques degrés, alors que nous, elle fait 1 degré quand nous, en un mois, en moyenne, Saturne fait 1 degré, alors que nous, on en fait 30 quoi, autour du Soleil. Donc, c'est Terre, Soleil, Saturne, la conjonction. Donc, on avance, on aura la quadrature ouest. Quand la Terre sera là, on sera en quadrature ouest à Saturne. Ça fera comme ça, en fait. Je vais reporter ce dessin ici. Ce sera le 15 mai. Et donc, à ce moment-là, Saturne commence à être intéressante à observer jusqu'au moment de l'opposition
Ouais, non, mais on est jusqu'au moment de l'opposition, où là, elle est comme la pleine lune en parfaite condition d'observation. Elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit, et se couche quand le soleil se lève. Ce sera au mois d'août, le 15 août ou le 14 août. Hein. Elle sera à l'opposition le 14 août, et elle se trouvera en quadrature est, donc visible alors, quadrature ouest, au début du cycle, elle est visible dans le ciel du matin. À partir de fin février, on pourra recommencer à voir Saturne dans le ciel du matin. Et après, elle sera à l'opposition au mois de mai et en quadrature est, c'est la dernière quadrature avant la nouvelle conjonction, le 11 novembre. On va regarder un peu les autres images. Là, ça montre aussi alors, le cas des planètes inférieures, c'est-à-dire Vénus et Mercure. En bleu, c'est l'orbite de la Terre. Donc, on reparlera de Vénus et de Mercure à une occasion de conjonction de Vénus et Mercure. Il en arrive souvent. Là, c'est conjonction Saturne, donc planète extérieure à la Terre, l'orbite de la Terre étant en bleu. Donc, on est en configuration de quadrature, enfin, d'abord, de conjonction. C'est là. Le dessin ne rend pas très bien sur. Soleil, Terre, Saturne, hein, parce qu'ils nous montrent toujours quand c'est l'opposition, bien sûr. Voilà, donc tout le monde tourne dans ce sens-là, hein, de toute façon. Donc la Terre va avancer sur son orbite. Si Saturne aura avancé 2-3 fois rien, 3 degrés, on aura fait 90, et on va se retrouver à peu près là, enfin sans doute plutôt exactement là, pour que ça fasse un carré avec le Soleil, quoi. Cela, on a le point de vue héliocentrique, donc puisqu'on a mis le Soleil au centre, et on essaie de comprendre ce que ça donne du point de vue géocentrique. Et puis, quand on se retrouvera là, ben, on sera entre le Soleil et Saturne, donc opposition au mois d'août, et dernière quadrature au mois de novembre. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme image? Là, c'est une image, c'est pour illustrer Mars en conjonction, mais c'est pareil pour Saturne, planète extérieure. Terre, Soleil, là, en l'occurrence Mars, mais ça pourrait être Saturne. Ce dessin qui nous permet aussi de voir le même point de vue, donc l'orbite de la Terre, elle est là, juste autour du Soleil. Donc, en un an, on fait ça. Saturne, il nous faut 30 ans. Alors là, ça explique en même temps la question de l'inclinaison des anneaux vue de la Terre. Elle varie, vue de la Terre, l'inclinaison des anneaux de Saturne. Donc, eh bien, en ce moment, ils sont à 17 degrés d'inclinaison. Et ils diminuent, ça diminue, ça diminue. Donc, dans une douzaine d'années, puisque c'était en 2017 qu'ils étaient au maximum, il y aura un moment où on ne les verra plus du tout parce qu'on sera pile dans l'axe. Puis après, on retrouvera une nouvelle inclinaison. Et encore une image de Terre et Saturne, donc l'opposition de Saturne. Voilà. Est-ce que tu as bien compris, Hervé? Est-ce que j'ai bien expliqué? Il faut que tu mettes ton micro. C'est pas très simple quand on n'y connaît rien. Ouais, ben regarde, alors là, c'est peut-être pas trop Voilà. compliqué. C'est pour expliquer, donc, là, c'est l'opposition. Hein. On est la Terre, on est entre le Soleil et Saturne. Donc, quand on est sur Terre, soit de jour, on voit le Soleil, et de nuit, on voit Saturne. C'est pleine Saturne, c'est quand elle est à l'opposition. Si on est de l'autre côté, 6 mois plus tard, on est là. On est de l'autre côté du Soleil, Saturne a à peine avancé. C'est Terre, Soleil, Saturne. Donc, Saturne se trouve derrière le Soleil. On ne la voit pas, elle se lève en même temps que le Soleil et se couche en même temps. Et évidemment, le Soleil, en plus, nous éblouit pour la voir. Voilà. C'est tout simplement ça. J'ai peut-être encore été trop complexe en voulant parler des quadratures aussi. L'intérêt de comprendre les quadratures, c'est qu'à partir du moment
où elle se trouve en carré, donc comme c'est marqué là, hein. Donc d'abord en quadrature ouest, c'est le moment où on commence à bien la voir dans le ciel du soir. Elle va se coucher en début de nuit. Non, c'est le contraire. C'est quand on commence à bien la voir dans le ciel du matin, pardon. Elle se lève de plus en plus tôt le matin. Au début, c'est très difficile parce qu'elle se lève juste avant le soleil. Et puis, jour après jour, elle se lève un petit peu plus tôt avant le soleil. Et quand on arrive à quadrature ouest, elle se lève au milieu de la nuit et on la voit toute la fin de la nuit. Puis après, on continue, 3 mois se passent, elle se lève toujours de plus en plus tôt, donc ensuite en première moitié de nuit. Et quand on arrive à l'opposition, ben, ça fait comme la pleine lune, elle se lève quand le soleil se couche, culmine au milieu de la nuit et se couche quand le soleil se lève. Et puis le temps passe et de jour en jour, elle va on va la voir, elle va se coucher de plus en plus tôt en fin de nuit, mais toujours de plus en plus tôt, jusqu'à ce qu'on la voit sur son couchant en début de nuit. Et là, c'est la quadrature Est, et après, on ne la voit plus, là, comme c'était le cas pour Saturne depuis le début janvier. Voilà. Je crois que je vais arrêter là le partage. Et je reviens vers toi. Ben, je te remercie d'avoir suivi cette explication. J'espère. Avec Saturne, c'est le moment d'attaquer les trucs un peu compliqués. C'est pas très, très compliqué. Hein. C'est pareil que. En termes de visibilité, c'est pareil que nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, les derniers quartiers, en fait. La quadrature ouest, c'est le premier quartier. L'opposition, c'est la pleine lune. Et quadrature est, c'est le dernier quartier. Donc, au début, on voit la planète, après sa conjonction au Soleil, on voit la planète apparaître dans le ciel du matin, enfin, se lever pas très longtemps avant le Soleil, mais de plus en plus tôt, jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus présente dans la nuit. Voilà. Et Très donc, bien. pour cette semaine, ben, j'espère que ça va très bien se passer en France. J'espère que le temps est assez beau pour repérer le premier croissant de lune le 2 au matin. Et puis quelques étoiles filantes. Il y a toujours quelques étoiles filantes. Il y a encore les delta cancrides et les léominorides de décembre. Puis en plus, là, dans l'hémisphère sud, on a les centaurides, alors qu'on peut voir peut-être que du côté horizon sud, en début de nuit, on peut voir aussi quelques centaurides, du moins des θ-centaurides, qui proviennent donc de la constellation du Centaure, absolument invisible, bien sûr, dans l'hémisphère nord, mais certaines étoiles filantes peuvent raser notre horizon sud. Mais je te remercie beaucoup, Hervé. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne semaine. Merci, toi Et aussi. donc, je te dis le 8, donc le premier quartier le 8, donc je ferai la vidéo le 7 pour la semaine du 8 au 16 février. Je crois que ça va jusqu'au 16, la pleine lune. Ce mois-ci, c'est le 16 février. Donc, Entendu. merci beaucoup. Oh, bonne soirée. Bonne soirée, bonne semaine à toi. Au revoir.